Il est 20h30, les titres de ce journal. L'huile de palme bientôt transformée de façon qualitative en Guinée. Le centre pilote de technologie vient de créer une chaîne d'extraction de l'huile rouge. Et puis les épreuves des examens professionnels de l'éducation ont été lancées ce dimanche à Conakry, à l'intérieur du pays. Une seconde chance pour plus de 10 500 candidats de changer leur hiérarchie. À Washington, la ministre de l'économie a participé à la réunion du G20. Malade Kaba a expliqué aux leaders du monde les réformes audacieuses en cours en Guinée. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Exploitation minière. Le gouvernement guinéen, plus que jamais déterminé à faire profiter pleinement les communautés à la base. Pour y arriver, la gestion rationnelle des ressources issues du secteur s'impose, d'où cette mission de l'ITIE sur le terrain pour un partage d'informations sur les richesses produites par les mines en 2013, 2014 et 2015. Compte rendu, Mamad Alpha Baldi. C'est une rencontre aux allures d'information publique. À Sigiri, zone aurifère par excellence, des représentants de toutes les couches sociales prennent connaissance des revenus générés par le secteur extractif. Des rencontres d'échange qui permettent aux communautés de comprendre comment les montants sont perçus, répartis et utilisés par les pouvoirs publics. Sigiri est l'hôte de la SAG. En 2015, par exemple, la société a reversé plus de 6 milliards de francs guinéens à cette préfecture au titre des versements locaux conventionnels. Cette forte délégation de l'ITIE nous permettra d'informer tout le monde sur les ressources générées par les sociétés minières, la transparence avec laquelle ces recettes sont gérées. Ces recettes profiteront à coup sûr à nos populations. La première chose qu'il faut laisser à une communauté, c'est quoi? Pour moi, c'est l'éducation. Donc nous œuvrons beaucoup dans ce sens pour que les enfants puissent aller à l'école. Et cela va, je suis certain, permettre à un meilleur développement de la communauté environnante. Comme à Sigiri, des campagnes d'information et de sensibilisation similaires sont effectuées à Kouroussa et Mandiana. Pour faciliter la compréhension du public, la dissémination se fait aussi en langue locale. Oui, ces rapports sont traduits en langue locale parce que, par exemple, dans cette zone, il y a beaucoup d'habitants qui lisent Nko, l'écriture Nko, ça a été traduit en Nko, et aussi dans la zone en Basse-Côte, ça a été traduit en Soussou. Il faut que chacun s'investisse dans le cadre du développement de la localité. Chacun constitue un grain de sel de la sauce commune. Il faut que nous avons demandé à ce que les populations envoient leurs enfants à l'école. Parce que si on a besoin, par exemple, d'un conducteur de bulldozer quelque part, s'il n'y en a pas, on va chercher ailleurs. On a besoin d'un ingénieur géologue à Mandiana aujourd'hui. S'il n'y en a pas, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Avec le passage de l'ITIE, c'est un éclairage. C'est un éclairage par rapport non seulement à la gestion, et par rapport aussi au comportement des uns et des autres. Il y a aussi là la cohabitation. Quand l'information est là, la cohabitation peut être possible. Engagée dans le processus depuis 2005, la Guinée a été déclarée pays conforme aux normes ITIE en 2014. Elle a produit depuis 11 rapports et compte maintenir son rang. L'année prochaine, le pays devra renouveler pour la première fois son statut de pays conforme. Je vous le disais à l'instant, des approches modernes en expérimentation pour transformer l'huile de palme. L'idée est du ministère de l'Industrie à travers le Centre pilote de technologie industrielle, une chaîne entière de transformation diligente le processus d'extraction. Les paysans n'ont plus qu'à se frotter les mains. Abdul Karim Kamara. En Guinée, l'huile de palme occupe le 3e rang dans la chaîne alimentaire après le riz et le manioc. L'ère industrielle de sa transformation s'ouvre désormais aux paysans. Une chaîne d'extraction moderne de l'huile vient d'être expérimentée par le Centre pilote de technologie industrielle de Anta. L'expertise porte sur l'invention de 6 machines. Grâce à cette chaîne, toutes les souffrances de la méthode traditionnelle disparaissent. La chaîne
assure une bonne hygiène au cours de l'exploitation, plus de sécurité pour les exploitants, une facilité d'exploitation, de maintenance et surtout un rendement élevé en produits finis. La chaîne de transformation commence par le dégrappeur. Le processus continue avec le vannage afin de rendre propres les noix. Ensuite, ce foyer amélioré pour la cuisson à la vapeur. Le dépulpeur s'occupe du malaxage avant le pressage et l'extraction de l'huile brute dans un cylindre perforé. Le produit obtenu, mélangé avec de l'eau, est enfin versé dans le clarificateur pour obtenir de l'huile pure après filtrage. La qualité d'huile, d'abord vous avez, c'est de façon propre, l'huile. Après, l'amande là, elle n'est pas fermentée. Donc il n'y a pas du tout d'enzyme là-dedans qui va entraîner l'acidité de l'huile parce que vous avez suivi le processus. Dans la méthode traditionnelle, c'est plongé complètement dans de l'eau et c'est cuit pour plus de 24 heures. Donc c'est exagérément cuit et ça peut amener même des brûlures. Et tout ceci pose problème sur la qualité de l'huile. Ce travail de réflexion a permis de concevoir ces équipements que vous avez vus qui sont d'une part manuels et d'autre part électriques et qui permettront, j'en suis sûr, s'ils sont vulgarisés dans les zones où en tout cas le besoin se fait sentir, pourront aider à améliorer la production, à améliorer la qualité du produit. Avec ces nouvelles approches, la transformation d'une tonne de noix de palme peut donner jusqu'à 220 litres d'huile. Les tourteaux sont aussi utilisés pour l'obtention du savon et de l'huile de table. Le coût de réalisation de cette plateforme s'élève à 50 millions de francs guinéens. Une initiative que le ministère de l'Industrie entend vulgariser dans les zones rurales. Demain, lundi 16 octobre, l'humanité va célébrer la journée de l'alimentation. Cette année, le thème retenu met l'accent sur les relations entre l'immigration, la sécurité alimentaire et le développement durable. Ici en Guinée, c'est à Mamoun que cette journée sera mise à profit pour exhorter les autorités à investir dans l'agriculture pour offrir plus d'opportunités d'insertion socio-professionnelle aux jeunes. Fodé Camara. L'immigration clandestine est un frein à la promotion rurale. Aujourd'hui, les villages se vident de leurs bras valides. Les jeunes sont prêts à braver vents et marées pour se rendre en Europe, considérée comme un Eldorado. Face à ce triste tableau, l'opinion internationale se mobilise. Les pays membres de la FAO s'apprêtent à célébrer la 37e journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement durable ». C'est devant ce constat que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a décidé de faire du développement agricole et du développement rural le moteur de la croissance de notre pays. Cette vision, en favorisant l'amélioration des conditions de vie des populations rurales à travers une agriculture modernisée, rentable et durable, va favoriser le maintien des bras valides et des forces vives dans les villages et dans les champs. En effet, en plus de l'objectif d'autosuffisance alimentaire, le président de la République a lancé plusieurs chantiers pour le développement des cultures de rente, pouvant procurer des revenus aux hommes, aux jeunes et aux femmes en milieu rural. Près de 800 millions de personnes souffrent de faim chronique dans le monde, soit une personne sur 9 qui ne mange pas à sa faim. En Guinée, l'insécurité alimentaire touche 17% de la population. Pour une agriculture plus attractive et plus rémunératrice pour les producteurs, depuis 2011, un programme prioritaire d'appui au secteur agricole est mis en branle. Effectivement, grâce aux initiatives du président de la République, la consommation d'engrais dans notre pays a été multipliée par 5. Grâce aux semences issues de la recherche agronomique et à l'enthousiasme des paysans guinéens, les rendements sont en nette amélioration. Les équipements de transformation agricole mis à la disposition des jeunes et des femmes du monde rural contribuent grandement à la satisfaction de leurs besoins alimentaires et à l'amélioration de leurs revenus. Les efforts en cours seront démultipliés pour parvenir à un double objectif: se suffire sur le plan alimentaire et accroître les revenus de chacun et de tous en milieu rural.
La 37e journée mondiale de l'alimentation sera couplée avec la 20e édition de la campagne Téléfood. Une campagne dont l'objectif est de mobiliser des ressources pour financer les projets communautaires en faveur des petits producteurs vulnérables. Pour mieux interpréter les données hydrométéorologiques, l'autorité du bassin du Niger forme les cadres de ces structures. Cette semaine, c'était au tour des cadres guinéens impliqués dans la mise en œuvre du projet de suivi et évaluation des données météorologiques dans ce bassin. Reportage Nabi Kamara. Cette session de formation regroupe les représentants de différentes structures des 9 pays membres de l'ABN. Au nombre de 20, ils se familiarisent avec les outils et produits d'information hydroclimatique du système de suivi des ressources en eau et des prévisions hydrologiques par satellite dans le bassin du Niger. Cet atelier est en droite ligne avec les objectifs assignés à l'autorité du bassin du Niger, qui est le suivi des ressources en eau et de ressources en eau et de l'environnement dans le bassin du Niger, pour donner de la matière à nos experts, nos techniciens guinéens sur l'utilisation, l'interprétation de ces informations que nous recevons en temps réel par satellite dans le bassin du Niger. Au cours de cette formation, les animateurs ont fait une série de présentations sur le projet. Un projet qui vise à appuyer l'ABN dans la collecte de données hydroclimatiques et le renforcement des capacités à travers la mise en place d'un système de suivi des ressources en eau. Il est financé par le Royaume des Pays-Bas, la Banque africaine de développement et l'autorité du bassin du Niger. Cet atelier, c'est très important pour avoir la capacité d'utiliser les produits des systèmes de prévision. Les utilisateurs sont responsables de traduire les résultats techniques dans résultats pour les populations de bassin. Je vais inviter vraiment tous les participants à bien cerner la problématique des données hydrologiques, hydrogéologiques de cette étude pour nous permettre vraiment d'avancer et pour nous permettre de connaître mieux notre bassin afin de pouvoir avancer et réaliser nos ouvrages structurants dans l'avenir. Au cours de cet atelier, les participants ont discuté également de la nécessité des pays membres à contribuer à l'amélioration des produits élaborés par le projet SAT. La ville de Zérékoré a abrité cette semaine l'atelier régional de vulgarisation des objectifs de développement durable et du plan national de développement économique et social. C'est pour associer les populations à la base dans la mise en œuvre de ces deux outils de développement. Bernard Tonguino. Au cours de cette rencontre organisée par le ministère du Plan et le PNUD, administrateurs régionaux, ONG et secteurs privés sont sensibilisés sur les enjeux de la mise en œuvre des ODD. L'approche vise à identifier avec ces acteurs locaux les stratégies d'intégration des ODD dans les activités socio-économiques des populations. Les documents de planification élaborés au plan national et au plan international sont très peu connus du grand public. Il s'agit du PNDS, Programme national de développement économique et social, et des ODD. Il contient toutes les interventions du système des Nations Unies, des partenaires publics et privés, de toutes les organisations en un mot. Donc, il est bon de le faire connaître dans tous ces compartiments par les différents acteurs qui doivent intervenir dans sa mise en œuvre. Pendant 2 jours, plusieurs modules sont présentés aux participants. Des modules qui ont permis d'expliquer les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ce qui devrait désormais favoriser un changement de comportement chez l'ensemble des citoyens pour l'atteinte de ces objectifs. Il s'agit spécifiquement de faire en sorte que la société civile et le secteur privé puissent s'approprier, n'est-ce pas, de ces objectifs-là, afin d'assurer leur rôle de contrôle citoyen, n'est-ce pas, des actions de l'exécutif. La rencontre régionale de vulgarisation des ODD a débouché sur une série de recommandations.
Il s'agit notamment de la poursuite de l'opération de vulgarisation des ODD auprès des populations à la base, l'appui du PNUD et du gouvernement dans la mise en œuvre du plan national de développement et la mise en place d'un réseau de communication entre organisations de la société civile et les partenaires afin d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans le pays. Désiré Corée cap sur Mamou où les cadres élus et acteurs de la décentralisation sortent eux aussi d'une formation. Ils ont appris comment s'impliquer davantage dans le contrôle des ouvrages destinés aux collectivités locales du pays. Mamadou Paté Baldé. En Guinée, la plupart des ouvrages destinés aux collectivités locales du pays par le gouvernement sont exécutés sans l'implication des cadres, élus locaux et techniciens en la matière. Les entreprises bénéficiaires des cahiers de charges ne réalisent pas correctement les travaux et beaucoup de chantiers sont abandonnés ou ne voient jamais le jour. Le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, à travers le Centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux, tente de résoudre la question. Nous qui sommes les contrôleurs, nous n'avons pas souvent accès au cahier de charges des entreprises. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour nous permettre de faire un contrôle régulier et de tous les jours. Voilà quelques failles qui sont extrêmement importantes à signaler. Pourquoi ? Parce que si on ne contrôle pas, alors la qualité ne sera pas là. Et si la qualité n'est pas là, on va donner des infrastructures aux collectivités qui ne vont pas répondre à leur satisfaction. Nous, en tant qu'acteurs d'appui proche, nous sommes chargés non seulement de savoir comment faire le contrôle pendant l'exécution des travaux des différentes infrastructures, mais encore de démultiplier notre connaissance au niveau de ces collectivités pour qu'un jour, si le PACV se retire, que les collectivités puissent continuer à mener les activités sans problème. Avec l'appui du PACV3, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation entend outiller les élus, les cadres et les principaux acteurs de terrain pour les permettre de mieux s'impliquer dans la mise en œuvre des ouvrages afin d'assurer le suivi et le contrôle. Si vous prenez par exemple une collectivité, un bailleur vient de Conakry, dit on m'a donné un marché pour faire les ouvrages, qui peut suivre là-bas? Mais si ceux qui sont en place là sont impliqués, par exemple le SPD, les travaux publics, ils peuvent vraiment suivre, ils peuvent bien faire le suivi de l'activité en question. On a pensé qu'il faut un module pour que ces acteurs-là prennent leurs responsabilités pour pouvoir défendre leur mission, leur intérêt. J'avais insisté sur les cahiers de charges des entrepreneurs qui viennent chez nous. Et je crois que ici, ce séminaire a permis vraiment d'apporter des éclaircissements pour les cadres. Nous sommes prêts à soutenir ce programme. Les pièces consécutives et technologiques des marchés d'appel d'offres, les techniques de contrôle, la qualité et la mise en œuvre des travaux dans les collectivités ont été les principaux thèmes débattus au cours de cette formation. La politique du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation à travers le Centre de formation et de perfectionnement des cadres est de préparer la relève du PACV3 en 2020 afin de permettre aux acteurs de pouvoir assurer la gestion du Fonds national des collectivités, bientôt opérationnel. L'actualité, c'est aussi le lancement ce dimanche des épreuves des examens professionnels de l'éducation à Conakry et dans les chefs-lieux administratifs du pays. Plus de 10 500 candidats sont concernés. La chance est donnée aux enseignants ayant servi plus de 7 ans de changer leur hiérarchie et améliorer ainsi leur carrière professionnelle. Reportage Baba Kouyati. Les examens professionnels des enseignants de l'élémentaire, du secondaire et ceux de l'enseignement technique sont des opportunités offertes aux enseignants pour régulariser leur situation administrative. Pour cette session 2017, plus de 10 000 candidats, dont 7 000 femmes, compétissent pour changer d'hiérarchie et améliorer leur statut administratif. Ça fait 5 ans que j'attendais ça pour changer notre hiérarchie. Parce qu'on est hiérarchisé. Pour changer, il faut que tu fasses du concours.
Donc le concours, c'est obligatoire de le faire pour changer l'hierarchie. Je suis là aujourd'hui pour affronter le concours CAP, l'examen CAP, pour mieux me perfectionner et améliorer mes conditions de vie. À Conakry, tout comme dans les 7 chefs-lieux de région administrative, les candidats affrontent des sujets de culture générale et de spécialité. Le passage de la hiérarchie C à B, le probatoire de spécialité, le certificat 1 et 2 sont des étapes essentielles du processus. Chaque fois que vous avez changé de hiérarchie, il va sans dire que les échelons augmentant avec l'âge, le salaire augmente. Le salaire augmente avec le grade. Le salaire augmente avec les échelons. Donc voilà comment s'améliore la situation salariale des enseignants quand on a fait des examens professionnels. Hormis son caractère de bonification, ces examens, selon les initiateurs, vont valoriser les admis dans leur carrière professionnelle. L'enseignant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la cheville ouvrière de la transformation de la société. Donc, il faut veiller à ce que l'enseignant soit toujours dans les bonnes conditions, comme le dit souvent le professeur. Et ce que ça va changer, ça va améliorer leur situation administrative. Quand ils sont admis ou réussissent ces examens, leur situation administrative s'améliore. Donc leurs conditions de vie changent. Les résultats de ces examens pourraient être diffusés dans un mois. Les admis au niveau du certificat d'aptitude professionnelle CAP seront soumis aux épreuves écrites et orales avant la régularisation de leur situation administrative. Ceux du certificat 2 seront épargnés de cette évaluation et bénéficieront immédiatement de nouveaux grades hiérarchiques. Par ailleurs, à Guékédou, le budget du secteur éducatif est revu à la hausse. 150 écoles et plus de 40 000 jeunes filles vont bénéficier du projet Éducation inclusive de qualité pendant 5 ans dans cette préfecture. En tout cas, c'est ce qui ressort de la rencontre entre les responsables éducatifs administratifs, les partenaires techniques et l'unité Plan Guékédou. Le point avec Moussa Bangoura. Dans la cité de Kendena d'Embadouno à Guékédou, la scolarisation des enfants et jeunes filles préoccupe autorités et ONG évoluant dans la localité. Ces acteurs se réunissent pour discuter du projet Éducation inclusive de qualité. Le but est de renforcer l'accès équitable à l'éducation de tous les enfants. Le projet sera mis en œuvre au bout de 5 ans, entre 2017 et 2021. D'abord, la première activité sera consacrée à l'encadrement de 50 centres d'encadrement communautaire, le préscolaire, où nous comptons inscrire 4500 enfants de 3 à 5 ans. La deuxième activité portera sur un paquet de formations que nous allons donner aux enseignants dans le cadre de l'approche pédagogie active, dans le cadre de la lutte contre la violence basée sur le genre, dans le cadre également de l'éducation inclusive. La réalisation de 10 écoles de formation accélérée pour les enseignants et l'augmentation du budget du secteur éducatif pour les 5 prochaines années ont été aussi des sujets débattus par les responsables locaux de la préfecture de Guékédou. C'est un bon projet, ça vient après nommer. Au moment où vraiment nous sommes dans le besoin de la qualité dans le système éducatif, où nous réjouissons très bien la qualité de l'enseignement-apprentissage. C'est un projet qui va participer à la formation des enseignants, c'est-à-dire à renforcement des capacités des enseignants en mathématiques, en français, en sciences et à l'éducation technique, l'éducation inclusive, c'est-à-dire prendre les handicapés en charge dans les salles de classe. Le projet Éducation inclusive de qualité va durer 5 ans. Il couvrira plus de 150 écoles. 47 000 jeunes filles devront bénéficier de ce projet, piloté par l'unité Plan International Guinée.
On reste avec les jeunes filles pour vous dire que le mariage précoce est encore une triste réalité dans le monde. La tendance actuelle est de 39 000 filles mariées par jour selon l'UNFPA. La Guinée fait partie des 10 pays où le taux de mariage d'enfants est le plus élevé, avec 63% de cas. À Moyenne-Guinée, les acteurs de la société civile, ceux des droits de l'homme et certains leaders religieux pensent qu'il faut adapter les messages pour endiguer ce phénomène qui ruine la vie des filles mariées avant l'âge de 18 ans. Valérie Talimanet, Sarafdine Diallo. La lutte contre le mariage précoce est une des préoccupations des organismes de défense des droits de l'homme. Cette autre forme de violence faite aux filles touche aujourd'hui plusieurs villes du pays. À Koubia, un forum est organisé par la GIZ pour promouvoir les actions de sensibilisation afin d'endiguer la pratique. Selon le code guinéen, le code pénal guinéen, et à son article 319, c'est tout mariage conclu avant l'âge de 18 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contracter le mariage à 17 ans, 16 ans et 13 ans, comme ça se fait dans nos milieux ruraux, c'est une infraction. Et cela maintenant est réprimé par le code pénal guinéen. Nous, autorités de Koubia, nous sommes très satisfaits, très fiers, très contents pour la tenue de cet atelier à Koubia. Demander aux participants de très bien suivre les formateurs pour qu'au départ de cette salle, d'abord qu'ils soient très bien outillés pour que sur le terrain, eux aussi, ils puissent démultiplier correctement ce qu'ils ont suivi afin que, effectivement, les mariages précoces puissent diminuer, sinon finir complètement. Après un constat peu reluisant, l'idée est d'améliorer les services de santé sexuelle et encourager la planification de la reproduction chez les adolescents dont l'âge varie entre 15 et 24 ans. Ce forum se veut un cadre de dialogue approprié pour les leaders religieux, professionnels de santé, hommes de droit et acteurs de la société civile de préconiser des solutions atténuantes. Il a compris qu'en fait, qu'il n'y a pas de divergence entre les points de vue. Tout le monde, et les leaders religieux, et les professionnels de la santé, et même les acteurs de la société civile, sont convenus, plus les autorités bien sûr, sont convenus, parce que ça affecte dangereusement la santé des jeunes en général, mais de la jeune fille en particulier. Ces actions devraient créer et maintenir un cadre périodique d'échange d'idées dans le but de préserver la santé reproductive chez la jeune fille. Cette initiative de la coopération allemande pour le développement GIZ sera élargie à toute la région de l'Abbé pour freiner le mariage précoce. L'Ordre national des pharmaciens de Guinée a un nouveau bureau exécutif. Les élections se sont bien déroulées. Les membres élus auront désormais la lourde tâche de faire bien appliquer les nouvelles réformes pour la relance du secteur de la santé en Guinée. Pour en savoir plus sur les enjeux de ces élections, suivez ce reportage de Sori de Kera. Elle s'appelle Dr Awa Diakité, la cinquantaine, elle a près de 30 ans de carrière de pharmacie. À l'issue des élections du renouvellement de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée, elle préside désormais aux destinées du Bureau national des pharmaciens. Son élection intervient 13 ans après le dernier renouvellement de l'Ordre. Pour réussir sa mission, la nouvelle élue mise sur l'esprit d'équipe. Les défis à relever sont énormes dans le secteur de la pharmacie. Vous-même, vous n'êtes pas sans savoir tous les dysfonctionnements qui existent au sein de notre profession. Et notre rôle donc est de réguler et de moraliser la profession. Donc je compte d'abord sur les pharmaciens, parce que ce sont eux les praticiens, c'est eux qui ont la main à la pâte. Pour la mise en place du bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, les bureaux des sections du public et du privé sont d'abord élus par l'ensemble des pharmaciens inscrits à l'Ordre national. À leur tour, les deux bureaux élisent à l'interne un bureau national de 9 membres. Les différents ordres sont des organes consultatifs et qui sont partenaires du ministère de la Santé. Ils peuvent prendre des décisions ensemble pour pouvoir impulser en termes de formation, en termes de qualité de prestations, en termes d'accessibilité, parce que nous sommes dans le secteur pharmaceutique, d'accessibilité des médicaments. Le nouveau bureau doit s'occuper des pharmaciens et l'avenir des jeunes pharmaciens, assainir le secteur pharmaceutique, surtout qui est vraiment en danger à l'ère là.
L'ensemble des opérations de scrutin de renouvellement a duré 12 heures d'horloge. La phase la plus cruciale aura été celle du dépouillement. L'objectif ultime est la transparence du vote en vue d'obtenir un bureau qui réponde efficacement aux nombreuses attentes du secteur pharmaceutique national. Nous avons fait une cartographie, par exemple, des officines sur Conakry. Vous avez des quartiers qui ont jusqu'à 9 pharmacies et il y a d'autres quartiers qui n'en ont aucune. C'est dire que vraiment la règle d'une pharmacie pour 10 000 habitants n'a jamais été considérée, elle n'a jamais été respectée. Le président de la République vraiment attend du ministère de la Santé que l'ensemble de ces problèmes soient résolus aujourd'hui. Et avoir un conseil national de l'ordre des pharmaciens est indispensable pour faire face à ces différents problèmes. Avec un mandat de 2 ans renouvelable, l'appui du nouveau bureau de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée est beaucoup attendu en ce moment où les autorités sanitaires du pays sont engagées dans une série de réformes du secteur. Microfinance, les caisses Yetemali, encore plus près de leur clientèle, Taouya et Lambani, sont les nouvelles filiales qui ouvrent désormais leurs portes aux populations. Une politique d'extension du réseau des caisses Yetemali dans plusieurs quartiers du pays pour lutter contre la pauvreté. Algassi Mouba. L'implantation des structures de microfinance permet à la population de bénéficier de crédits en vue de mener à bien leurs activités. Une action de lutte contre la pauvreté à travers l'épargne et le crédit. Pour être proche de sa clientèle, le réseau des caisses Yetemali de Guinée procède à l'ouverture de ses filiales à Taouya et à Lambani. Nous voulons être le plus près de nos membres, c'est pourquoi nous avons initié un vaste programme d'extension en région. Et même au niveau de Conakry aussi, nous avons dit qu'il faut être tout près des populations pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et avant que les gens ne quittent pour aller ailleurs, si les caisses sont juste à côté, les membres peuvent faire leurs opérations de dépôt, de retrait ou de transfert d'argent. L'ouverture de ces caisses à Taouya et à Lambani répond à la demande des 11 000 membres des caisses de Kipé et de Kaporo. Une manière de soulager la clientèle. C'est que les gens quittent loin pour à la caisse de Kaporo. On a jugé nécessaire de trouver un point de service à Lambani. On sait que Lambani est devenu un grand centre. L'objectif de la caisse, c'est qu'il faut aller vers les membres. La meilleure des choses d'abord, Yetemali octroie des prêts à ses membres avec un taux vraiment très minime. Depuis 20 ans, la coopérative d'épargne et de crédit de Guinée, Yetemali, est au service de la population. De nos jours, la coopérative compte 18 caisses et 5 points de service à Conakry et environ. Direction Washington, où les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods se poursuivent. La délégation guinéenne y est conduite par la ministre de l'Économie et des Finances. Très active dans les événements organisés en marge de ces réunions, Maladou Kaba a participé hier à la réunion du G20 pour expliquer les réformes audacieuses en cours en Guinée. Explication Fatoumata Samoura, notre correspondante depuis la capitale américaine. Cette année, la participation de la Guinée aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale est marquée par 2 événements importants. Les préparatifs de la réunion du groupe consultatif et l'accord entre Conakry et le FMI pour un second programme de facilité élargie de crédit. Nous nous réjouissons de cet accord que nous avons trouvé avec le Fonds monétaire international. Vous savez, ce sont les procédures, je dirais, internes au Fonds monétaire, mais l'objectif, c'est bien entendu de pouvoir, je dirais, avoir l'approbation du conseil d'administration avant la fin de l'année. En sa qualité de ministre de l'économie et des finances,
mais aussi de gouverneurs de la Guinée auprès du FMI, Malado Kaba participe activement aux rencontres de haut niveau organisées en marge de ces assemblées annuelles. À la réunion du G20, elle confirme l'adhésion de notre pays à l'initiative Impact. Portée par la présidence allemande du G20, l'initiative facilite les investissements privés dans ces États adhérents. Et la Guinée a fait partie donc, de la deuxième vague de pays. Elle a été félicitée lors de la rencontre que nous avons eue avec tous les membres du G20, où nous avons présenté, je dirais, la situation de notre pays et également les réformes importantes que nous avons menées, que nous continuons à mener. Et également, nous avons présenté, je dirais, les opportunités d'investissement, les opportunités d'affaires qui existent dans notre pays et en quoi, justement, cette initiative nous aide à catalyser plus de financement venant du secteur privé, tant étranger que national. Fort des performances réalisées depuis l'avènement de professeur Alpha Condé à la magistrature suprême, mais surtout galvanisé par les partenaires financiers de Washington, le pôle financier guinéen continue de promouvoir la destination Guinée et ses opportunités d'investissement. Page culture. Les rideaux sont tombés en Allemagne sur la plus grande foire du livre au monde. Plus de 200 professionnels du livre se sont rencontrés pour discuter de droit, de traduction et de reproduction. À cette fête internationale, la Guinée s'est illustrée comme l'une des places fortes du livre sur le continent et des contacts promoteurs sont noués. Kamara Boubacar depuis Francfort. À sa première participation au Salon international de Francfort, la Guinée fait une belle moisson. Ses éditeurs et auteurs sont sollicités partout. Des plateaux de débat sur la production littéraire en Afrique, aux négociations sur les droits, les professionnels guinéens trouvent leur compte. Des amoureux de l'Afrique sont séduits et manifestent leur enthousiasme à établir des ponts avec Conakry. Un pas de géant pour la diffusion du livre guinéen. Se faire connaître chez eux, c'est important. Et là, tout à l'heure, j'ai été contactée par une traductrice israélienne qui est prête à traduire nos livres pour Israël et à traduire des livres israéliens pour nous. Après, c'est pas suffisant d'avoir ces contacts, mais on travaille après sur des produits, sur un livre, sur... voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, on va pouvoir échanger des droits, négocier des droits pour faire traduire nos livres ou pour adapter des livres européens pour l'Afrique, etc. Imaginez-vous, ici, il y a 70 000 livres qui sont produits par an. Si un de nos livres devient un best-seller, c'est-à-dire sa promotion est bien faite par une grande maison d'édition et l'auteur est connu, il sera invité ici, ces livres seront vendus à des milliers et des milliers d'exemplaires et une fois qu'il a franchi la barrière allemande ici, ça peut être traduit dans d'autres langues européennes à travers l'allemand, c'est-à-dire l'italien, l'espagnol. Bon, le français, c'est déjà la langue d'origine. Donc c'est l'aspect, nous, qui nous a le plus intéressés. Les chasseurs de talents africains sont aussi intéressés par les écrits venus de la Guinée. De jeunes maisons d'édition travaillent à leur ouvrir le marché international allemand de plus en plus convoité. Les livres en français de l'Afrique sont rarement traduits en allemand. Donc ce que nous faisons, c'est la promotion des auteurs francophones en Allemagne pour avoir plus de traductions en allemand, pour que les Allemands et tous ceux qui parlent allemand peuvent lire la littérature aussi d'autres pays en Afrique et non seulement des pays anglophones. Par ailleurs, avec le titre de capitale mondiale du livre, Conakry pousse ses pions à Francfort pour devenir la future capitale africaine du livre. Nous profitons de cet espace pour rencontrer tous les professionnels du livre du monde entier. Et vu que nous sommes capitale mondiale du livre, nous avons réussi à rencontrer toutes les autres capitales, même les prochaines, Athènes et Sharjah, pour discuter différents projets, pour discuter différentes collaborations et des jumelages qui sont en vue. Francfort est une ville internationale et notre rêve aussi que Conakry soit une ville internationale avec pour référence le livre.
Cette année encore, le Salon du Livre de Francfort a battu tous les records de participation. Plus de 100 pays étaient mobilisés. Les œuvres des plus classiques aux plus récentes sont mises en musique pour offrir à tous la symphonie littéraire des hommes, comme cela n'a jamais été possible au monde. Page souvenir de ce journal. Kade Diawara, l'archange du Manding, a marqué plus d'un avec sa chanson Ambo, membre de l'ensemble instrumental national, avec lequel elle a d'ailleurs fait le tour du monde. Kade Diawara affirme pourtant que le tube fétiche de sa carrière reste et demeure cette musique que beaucoup ont eu à écouter, même à danser lors des mariages. Mais que raconte cette musique pour avoir autant marqué les mélomanes? Élément de réponse dans ce reportage signé Makeme Donzo. Ce morceau, Ambo de l'artiste Kade Diawara, a marqué son temps dans les années 90. Il était à la une dans les différentes cérémonies de mariage du pays. Se sont amenées les larmes aux yeux des nouvelles mariées. Madame Condé s'en souvient. J'ai pleuré à cause de ce que Adja dit dans cette chanson. La chanteuse Kade Diawara a raflé son premier prix en 1961 sous la Première République. En 2008, elle a eu la médaille de distinction honorifique des femmes modèles du président Lansana Conté. En 2010, elle est médaillée du mérite culturel. Ambo m'a donné du succès. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans le premier régime, mais avoir la popularité, c'est grâce à Ambo. À 73 ans, Hadja Kade Diawara évolue toujours dans l'ensemble instrumental national. Avec une carrière musicale riche en couleurs, l'artiste vit avec son enfant et son petit-fils, tous diplômés sans emploi. Je vis de la pension, des baptêmes et des mariages. Ambo, qui signifie en français ma jumelle, chanté en 1992, reste le morceau fétiche de Kade Diawara. L'archange du Manding pour les intimes, elle a à son actif 2 albums, tous produits par Amassif Productions. Issue d'une famille griotte, Hadja Kade Diawara est née en 1944 à Sambarala, dans la préfecture de Kouroussa. Elle a été l'épouse de feu Saint-Thomas Kouyaté. Voilà, c'est avec cette page souvenir qu'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'ai été très ravie de vous servir pendant ce week-end. Je vous souhaite une bonne semaine de travail à tous. À bientôt.